Madame, Monsieur, bonsoir. Ils l'ont fait. Nos lions ont marqué l'histoire et les esprits. Ils ont porté haut le drapeau rouge et vert. Ils n'ont pas déçu les millions de Marocaines et Marocains, ni leurs frères et sœurs arabes et africains. La première qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, pour le 11 national ou pour un 11 national dans l'histoire, a soufflé un réel vent d'euphorie. Le patriotisme n'est certes plus dans sa forme originelle, mais la passion Maroc a éclaté au grand jour hier. Nous sommes indéniablement une nation de football et intrinsèquement une nation soudée à l'image de son équipe de foot, unie autour de ses trois piliers, Allah al-Watan al-Malik. Les Lions de l'Atlas ont rugi évinçant leurs voisins ibériques après un match palpitant, difficile et essoufflant. Mais le souffle de l'amour de la patrie les anime et leur fait faire des prouesses mentales et physiques. Ils ont tout donné et ça a fini par payer. Aucun but encaissé au bout de 130 minutes de jeu et 3 pénaltys exceptionnellement avortés par notre Yacine Bono national. Ces distinctions mondiales cachent en elles une ambition de redonner ses lettres de noblesse au sport marocain. Elles n'occultent toutefois pas d'autres distinctions d'athlètes marocains au niveau mondial ou encore continental dans la catégorie football, avec les Lions de l'Atlas qui ont écrit également l'histoire en se qualifiant pour la première fois à la Coupe du Monde féminine qui se tiendra l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou encore le sacre de la sélection de futsal en Coupe arabe des nations tenue en Arabie Saoudite en juin dernier. Dans les autres catégories, l'équipe nationale de karaté a décroché cette semaine à Durban 22 médailles, dont 9 d'or. Et puis Ramzi Boukhiem, premier Marocain à se qualifier à la plus prestigieuse compétition du championnat mondial de surf, la World Surf League WSL. Bref, cette vague d'exploits serait-elle symbole de la renaissance du sport marocain ? Nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités que j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir. Aziz Daouda, bonsoir. Mbrouk. Bonsoir madame. Mbrouk Alina. Mbrouk Alina Oualik. Je rappelle que vous êtes directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. En face, le sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques, l'UIR Rabat, professeur Mehdi Eliwa. Bonsoir. Bonsoir, Mbrouk Alina. Allah yabarak fik, Alina wa alikoum. Et j'ai également le plaisir d'accueillir l'ancien footballeur international et actuellement entraîneur, Khalid Fouhami. Un plaisir de vous accueillir dans Question d'actu. Marhaba et Mbrouk Alik. Bonsoir, Mbrouk Alina Kamlin. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Aziz Daouda, avant même qu'on passe en huitième, vous l'avez prédit sur ce même plateau, avec une confiance vraiment qu'on vous connaît, mais vraiment vous étiez très confiant. Vous m'avez dit, ben non, on sera au quart, bien sûr. Pour moi, c'était une évidence. Dans la mesure où, pour la première fois dans notre histoire, nous avons une stratégie de jeu. On l'a eu un peu en 86. Mais c'était à tatillon, c'était pas très certain, ni très sûr, parce qu'après on a sombré, on n'a plus redressé la tête. Mais là, on est en face d'un collectif, et ça vous l'avez rappelé, une équipe soudée, une famille carrément. Mais nous sommes maintenant maîtres d'une stratégie de jeu qui nous est propre. Il n'y a pas une autre équipe dans ce mondial qui joue comme nous jouons. Maintenant, c'est nous la problématique à résoudre. C'est tout adversaire que nous allons rencontrer, bien évidemment le Portugal et, Inch'Allah, la France par la suite, c'est à eux de trouver la solution. Nous posons la problématique, nous sommes là, avec notre système de jeu, et c'est à eux de détourner ce système, ou de le contourner, ou d'essayer de nous aspirer. Parce que le point fort de cette équipe, outre le côté tactique, c'est qu'elle n'a jamais été aspirée. Jamais. À aucun moment, d'aucune des rencontres que nous avons eues jusqu'à présent, jamais cette équipe n'est rentrée dans le jeu de l'adversaire. Jamais. Elle a sa façon à jouer, et elle l'impose. Et ça, c'est une... Quand vous dites qu'elle n'est pas rentrée dans le jeu de l'adversaire, c'est exactement cette partie, ou en tout cas ce jeu de l'équipe espagnole hier, qui consistait principalement à se faire des passes. Ils ont essayé. Qu'ils contrôlaient très bien d'ailleurs. Bien sûr, mais libre à eux. Ils ont voulu faire des passes, ils en ont fait 1100 et quelques. Oui. Pour quelle efficacité finalement? Ils ont voulu jouer à la baballe, ils ont joué à la baballe. Alors que nous avons joué au football. C'est différent. On peut jouer au ballon, mais et oublier de jouer au football. Nous, on a joué au football, eux ont joué au ballon. Professeur Eliwa, vous avez également vu juste dans vos pronostics à la veille de ce match. Et hier, il est clair que je voudrais juste avoir peut-être aussi votre
regard sur comment on a accueilli cette victoire et aussi est-ce qu'on s'y attendait vraiment, on y croyait vraiment en tant que nation marocaine, en tant que Marocain même de la diaspora, africain aussi, tout le monde était derrière les Lions. Je pense qu'on y croyait énormément et c'est pour cela d'ailleurs que la joie était encore plus forte parce que pour une fois qu'on croit à quelque chose et qu'on y croit tellement fort qu'elle se réalise, ça ouvre le champ des possibles. Et c'est très beau ce que vous avez dit, parce que la question de la tactique ici, si je me permets de faire une analogie avec la position du Maroc, aujourd'hui, les choses sont claires, elles sont édictées, que ce soit en termes de projet de société, que ce soit en termes, bien sûr, avec le projet de développement, que ce soit en termes aussi de géopolitique. Le Maroc est sûr de son histoire, de son évolution. Bien sûr, il y a des choses à corriger, des choses qui ne vont pas, mais on est sûr de là où on va et de ce qu'on veut aller, et c'est aux autres, aux voisins, aux partenaires, et il y a ceux qui ne sont pas toujours des partenaires, ou des faux frères à prendre position et à nous accompagner ou en tout cas à dévoiler leur jeu. Nous, la tactique, elle est claire et je fais partie de ceux qui pensent que le foot, le sport en général, mais pourquoi ça tombe sur le foot, on pourrait en débattre des heures, mais le foot, c'est quand même une miniature des jeux sociaux, d'une communauté mythifiée. Et donc, finalement, les gens, consciemment ou inconsciemment, ils reçoivent ce message et ils se disent, ben voilà, on a un cap, on sait où on va et on a même une équipe qui est à l'image de ce que fait le Maroc. On avance tranquille. Si j'ose paraphraser un slogan politique français, hier, les Lions de l'Atlas, c'était la force tranquille. La force tranquille, Khalid Fouhami. Très belle analogie. Absolument. Très belle. Absolument. Merci beaucoup. Parce que sincèrement, j'y Oui, pensais, mais je ne l'aurais pas dit de cette façon. Merci parce que c'est exactement bien dit. C'est le Maroc qui avance sur le plan économique, malgré toutes les entraves qui puissent, et puis toute la concurrence au niveau continental, etc., et puis la conjoncture internationale. Il avance sur le plan politique, il avance pratiquement sur tous les plans, à sa façon, à son rythme, tranquillement. Il attend que les autres réagissent. Tout simplement, c'est aux autres de réagir. Alors, avant de donner la parole à Khalid Fouhami, je voudrais accueillir avec nous, il vient de se joindre à nous, Karim Droné, créateur du site sportpro.ma et bien sûr, le journaliste sportif qu'on connaît tous du Maroc et qui brandit fièrement le drapeau marocain. Karim Droné, Mbrok. Mabrouk Alida. Ah ouais, ça me fait énormément plaisir, Alida, de vous retrouver dans ces circonstances. Vraiment, c'est extraordinaire hier soir. C'était extraordinaire. Alors justement, je vous reviens, mais avant, Khalid Fouhami, en tant qu'ancien footballeur international, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que ça vous a fait, cette première historique pour le Maroc, pour une équipe de foot marocaine, de se qualifier au quart de finale d'une Coupe du Monde. Mais vous êtes un peu passé par là. Et est-ce qu'on peut dire que vraiment la relève est clairement assurée par nos Lions de l'Atlas? Tout à fait. Je crois que, comme il a bien mentionné M. Daouda, le football, c'est une stratégie et surtout, c'est un travail, c'est un projet à long terme. Et le Maroc, il a bien compris, on a déjà commencé à bien travailler. Le bel exemple, c'est l'Académie Mohamed VI. Là, on voit aujourd'hui 4 joueurs qui sont en équipe nationale, qui ont fait leur formation dans cette académie. Il y a d'autres clubs comme le FUS qui a déjà commencé à bien travailler. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et maintenant, on est en train à peine de commencer à récolter les fruits. Ça veut dire qu'il faut continuer. Au contraire, il faut capitaliser de ce qu'on vient de faire et continuer à travailler parce que je vous rappelle très bien qu'il y avait d'autres sélections africaines qui ont atteint les quarts de finale, mais après, il y a le néant. Donc, nous, c'est bien ce qu'on vient de faire, c'est extraordinaire, tout le monde est content. Un travail de longue haleine, tout le monde vraiment a mis son grain de sel, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que l'équipe nationale vraiment nous apporte beaucoup de bonheur, et il nous unit, et surtout, il incarne beaucoup de valeurs. Et ça, c'est très important, mais j'espère qu'on va s'en inspirer, pas seulement qu'on doit... Mais en quoi elle est différente des autres sélections nationales, selon vous, Khalid Fouhami? Qu'est-ce que cette sélection a que d'autres n'avaient pas ou ne maîtrisaient pas? Justement, c'est de l'intelligence déjà, il faut le mentionner, de Walid, parce qu'un match de football, c'est un rapport de force. Ça veut dire ce que l'équipe adverse a de points positifs et nous, ce qu'on a de points positifs. Tu sais, essayer de les annuler. Et la façon comment on a joué les 4 matchs démontre l'intelligence de notre entraîneur et aussi les joueurs qui se sont rangés sur le plan de jeu de l'équipe nationale et l'idée de jeu de M. Walid, parce qu'on voit des joueurs, mais vraiment, jamais vu un Ziyech
travailler autant ce qu'il fait maintenant en équipe nationale. La même chose pour Bouffel. Et tu le restes, tu le montres travail d'arrache-pied dès le début jusqu'à la fin. Et ça montre la solidité de cette équipe. On est vraiment très solidaire. On ne calcule pas. Beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et de détermination. Même il y a vraiment des amis d'Europe qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu l'équipe nationale marocaine jouer avec autant de hargne, autant de détermination. Et ça montre aussi la solidité de ce groupe et aussi le leadership de Walid. Oui, absolument. Vous acquiesciez, n'est-ce pas, Aziz Daouda. Karim Droné, je voudrais vous faire réagir. Vous êtes un confrère, hein, donc je voudrais vous faire réagir sur les unes de certains confrères, notamment européens. Je vais commencer par cette belle une. J'ai commencé ma journée en lisant cette une qui m'a vraiment ravie, parce qu'elle a beaucoup de profondeur. C'est celle de l'Équipe, ces fameuses unes de l'Équipe, Oui. Du magazine français. Les joyeux joyaux. Oui, ben je l'ai vu et je l'ai mis d'ailleurs sur le site Sport Pro parmi tous les hommages unanimés à travers le monde pour saluer donc la performance des Lions de l'Atlas. C'est l'une des plus belles, effectivement, joyaux, donc à la une de l'équipe. Je voulais juste profiter de l'occasion d'être avec vous aujourd'hui pour saluer la modestie aussi de Khalid Fouami, parce que Khalid Fouami, vous savez, c'est l'homme qui a découvert Yacine Bounou et c'est lui qui Oui. l'a accompagné à ses débuts en équipe nationale. Donc, Oui. Chapeau coach. Oui, mais j'allais y venir, Karim. Certainement. Je vous ai payé la priorité. excusez-moi. Absolument, c'est question de primeur, notre métier aussi. Hein. Donc en fait, Voilà. cette une, moi, pourquoi je m'arrête avec vous sur cette une de joyaux il y a ce trio, mais en fait, ces joyaux de l'équipe nationale, et ce sont des joyaux de toute une nation. On sent qu'ils sont vraiment joyeux de rendre justement cette nation marocaine joyeuse. On sent qu'ils sont vraiment dans cet esprit de partage et il n'y a pas de doute sur aussi. Bon, c'est pas une généralité, mais aussi sur la presse européenne qui a montré vraiment beaucoup d'appui à ces jeunes joueurs, à ces jeunes lions de l'Atlas. J'ai cité l'Équipe, Oui. ils n'étaient pas les seuls, la presse belge, beaucoup d'organes de presse ont félicité, bon déjà européens, ne parlons pas bien sûr de nos frères africains et arabes. Oui, tout à fait. Vous savez ce qu'elle transpire, cette équipe? C'est une famille, comme l'a dit coach Walid Regragui. C'est une famille, il a réussi à construire une famille autour de ce projet de Coupe du Monde. Et dans une famille, ce qu'il a fait vivre, son ciment, c'est l'amour. Et cette équipe-là, ces joueurs-là, ils ont l'amour de leur pays. J'ai reçu d'ailleurs une très belle lettre d'une supportrice des Lions de l'Atlas, le docteur Nadia Benouna, qui lui disait voilà, elle a fait une lettre d'amour. Voilà, des jeunes qui sont issus d'immigration, ils ont gardé cet amour pour le pays. Et ça transparaît. Cet amour leur a été inculqué par leurs parents, qui sont peut-être venus il y a une ou deux générations auparavant en Europe et qui ont aussi quand même leur transmettre cet amour du pays, de la mère patrie. Et ils n'ont pas oublié ça. Et on le voit, ça transpire, je dirais, sur le terrain, cet amour pour le maillot et pour les couleurs du drapeau. Voilà, ça fait plaisir. Ça transpire sur le terrain et ça transpire aussi dans les rues du Maroc, dans les rues des principales capitales européennes. Paris était hier en euphorie, je le disais. Madrid, même en Espagne, il y avait des liesses de supporters marocains, en Belgique. Bref, toute cette union autour de cette équipe, c'est du jamais vu, Aziz Daouda. Vous l'avez dit au début, c'est historique. Moi, je ne pense pas que l'histoire s'achève et s'arrête là, puisque nous allons continuer. Oui, heureusement. Donc c'est une histoire en construction. Oui. Et je pense que ce qu'on a vécu hier vient du fait que nous avons redécouvert cette équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quasiment le même effectif qui a joué sous la direction d'autres coachs avant Walid Regragui. Mais on ne les a jamais vus comme ça. Non. Et là, justement, il faut se rappeler que le Mgharba ont une philosophie de vie. Le Mgharba, c'est tout simplement ça ce qui s'est passé. La présence de Walid Regragui, qui est un des nôtres, a imprégné à cette équipe ou a créé au sein de cette équipe une émulation,
un amour du collectif, un respect du football, parce que pour la première fois depuis très très longtemps, on a vu une équipe véritablement jouer un football, un type de football. Et tout le monde se disciplinait, etc. Parce que hier, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'un des joueurs, un des 11, des 10 donc, devant le gardien, fasse une petite erreur. C'était ça, finalement. Ils attendaient, ils faisaient tourner la balle, un peu comme en handball, en attendant que l'un des joueurs sorte au moment où il ne fallait pas, ou quitte sa ligne au moment où il ne fallait pas, etc., pour pouvoir passer. Aucun ne l'a fait. Pratiquement sur les 100, vous avez dit 130 minutes, effectivement, avec 120 plus les 10 minutes de temps mort, etc. Donc, finalement, Walid a su véritablement permettre à ses joueurs de s'exprimer à leur juste valeur. Et selon ce qu'ils peuvent vraiment donner. On ne les a jamais vus comme ça. Fouhami disait qu'il n'a jamais vu Ziyech comme ça. Personne n'a jamais vu Ziyech comme ça. Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il y a quelqu'un derrière, qui est Walid Regragui, qui a su justement insuffler cette envie de jouer, cette façon de jouer, et qui plaît à tout l'effectif. Ils sont tous heureux dans la mission qu'ils remplissent chacun de son côté. Alors, on n'a jamais vu ces joueurs comme ça, professeur Aliwa, et on parle d'une équipe bien rodée, une équipe solide, une équipe soudée, mais on n'a jamais vu le Maroc comme cela. C'est-à-dire que maintenant, en parlant du Maroc, vous avez parlé tout à l'heure de cette analogie, effectivement, ce n'est plus un pays à sous-estimer. Parlons cash et clairement, quoi. C'est-à-dire, et cela est valable sur tellement d'aspects où le Maroc, effectivement, avec détermination, a prouvé au monde entier que sa voix, déjà, bien évidemment, était audible et qu'elle était non seulement audible, mais qu'elle était à prendre en considération. Oui, complètement. Et si on continue l'analogie, notamment sur Ziyech, Walid Regragui le disait bien, il dit si vous lui montrez de l'amour, il peut mourir pour vous, il peut se tuer pour la patrie. Et c'est ça, en fait, ce que demande la jeunesse marocaine. Hier, moi, j'habitais à Lagdel, donc j'étais dans les rues. Il y avait tous les âges, il y avait tout le monde, mais il y avait une majorité de jeunes. Et heureux de voir autant de femmes aussi, de jeunes femmes, et de très belles jeunes femmes qui prenaient possession des lieux pour dire nous sommes là, nous existons. Et c'est ça ce qu'ont besoin la jeunesse aussi. C'est pas paternaliste, mais malgré tout, il faut dire aussi aux jeunes qu'on les aime. Des fois, dans ce pays, on oublie. Et voici un coach qui dit à des jeunes, quelqu'un qui a de l'expérience, il a vécu, il est né en France, mais il a gagné des choses, il a gagné des titres ici au Maroc, il est installé depuis longtemps, il a fait famille, etc. Et qui dit, moi j'ai choisi le Maroc et moi je vous aime. Et vous les jeunes, je vous aime et vous allez voir, tout le monde va vous aimer. Et ça, je pense que c'est un message que les gens reçoivent. Et jusque dans, par exemple, le lien qu'on voit, par exemple, Hakimi, Achraf Hakimi qui embrasse sa mère. Voilà, c'est Maman Africa qui l'embrasse sur le front, donc ça résonne. Moi, j'ai beaucoup de collègues et d'amis sur le continent qui sont comme des fous quand ils voient cette image. Ils s'identifient totalement. Alors, au-delà du continent africain, bien sûr, le monde arabe, bien sûr, quand on parle de Nia, quand on parle de tout un ensemble de choses qui sont des concepts qui nous sont chers et qui sont jusque dans la voie religieuse. Et donc, d'un coup, on fait masse comme ça, et même s'il ne s'agit que d'un jeu, même s'il ne s'agit que du sport, eh bien, la preuve, les images le montrent, et nous sommes là pour le dire, et j'en frissonne, c'est bien plus que cela, ça touche à tellement d'aspects, et les gens s'identifient. Et aujourd'hui, on s'identifie, ceux qu'on pensait être faibles, on fait tomber ceux qu'on pensait puissants, et effectivement, le renversement de l'ordre mondial peut être... D'ailleurs, il y a un journal belge qui titre « Le Maroc bouscule ». L'ordre mondial, ça m'a fait sourire quand même. Oui, mais en même temps, moi je trouve que c'est juste... Parce que justement, en fait, pourquoi cela m'a fait sourire? Parce que maintenant, on voit beaucoup de... C'est répété à toutes les sauces, un nouvel ordre mondial, entre les complotistes qui parlent d'un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial qui s'installe de facto après la crise en Ukraine. Bref, et là, on met carrément le Maroc là-dedans. Le Maroc, il a bousculé cet ordre mondial. C'est une affaire européenne. Nous sommes voisins, nous sommes intimement liés à l'Europe. D'ailleurs, une partie des joueurs nationaux ont été formés aussi en Europe. Donc, on ne peut pas faire comme si l'Europe était loin. Mais c'est un délire européen. Et d'ailleurs, ces jeunes le sentent bien. C'est-à-dire que les Européens, démographiquement, alors qu'ils étaient les plus nombreux au XIXe siècle et qui dominaient le monde, technologiquement et même démographiquement, par rapport à l'Afrique, par exemple, ce qui faisait leur supériorité, ce n'est plus le cas.
Et donc, il y a une peur comme ça, et donc il y a un vieillissement de population, et ils voient une Afrique jeune, dynamique, avec des problèmes immenses, parce que beaucoup de jeunes marocains disent « je ne suis pas assez aimé par mon pays ». Il ne faut pas non plus qu'on oublie le Hagra, ça existe, mais on fait tout pour que ça en train de changer. Et cette image nous montre que non, on est un pays qui avons d'autres choses, on a d'autres types de valeurs. Et d'un coup, les Européens, eux, deviennent des pays qui se ferment sur eux, qui ferment leurs frontières, qui laissent les gens mourir en mer, qui ne savent plus ce que c'est l'hospitalité, qui mettent leurs vieux dans les EHPAD, les vieux meurent dans les EHPAD, pour le cas français. Enfin, on a deux mondes en miroir qui, en fait, font des trajectoires différentes. On a ceux qui amènent leur maman ici au foot et ils les embrassent sur le front, et d'autres qui les mettent dans les... Alors je caricature parce que l'Europe, c'est pas que ça. Et malgré tout, les Européens, c'est normal qu'ils pensent que l'ordre se renverse parce que de fait, l'Europe n'est plus le centre du monde. Et même l'Afrique, sur qui on dit des choses souvent fausses, l'Afrique montre qu'elle est capable de prendre sa place dans le concert des nations et dans cette humanité nouvelle du XXIe siècle. Et quand vous parlez d'Afrique, l'Afrique a exporté beaucoup de pépites en Europe. D'ailleurs, beaucoup ont été naturalisés. Et ils jouent pour les équipes pour lesquelles ils ont été naturalisés, dont celle de l'Espagne, pour ne citer que la Roja, qui ont disputé un match donc, contre les Lions qu'ils ont perdu hier, mais aussi l'équipe de France, et j'en passe, la Suisse, etc. Khalid Fouhami, bien sûr, nous, c'est un peu le cas contraire. Ce sont des joueurs naturalisés, mais ils choisissent de jouer avec les couleurs de leur pays ou de leur mère patrie, le Maroc. Et il y en a un, même si tout à l'heure, mon cher confrère Karim a vendu la mèche, que vous connaissez très très bien. Il s'agit de The One, Yacine Bono. Alors, racontez-nous votre histoire avec ce prodige. Et vous êtes aussi un gardien de but, vous étiez aussi gardien de but, ce prodige qui est ce joueur phénoménal avec ce sourire fantastique, Yacine Bono. En fait, après ma fin de carrière, j'ai intégré la DTN, la Direction Technique Nationale. Et la première fois, j'ai remarqué un gardien, moi je me souviens très bien, j'étais en train de passer mes diplômes pour la licence B à l'époque, et je voyais un gardien dans notre terrain qui est en train de faire des dégagements, des centaines, des centaines, et 1 heure, 1 heure et demie. Après, j'ai resté regarder ses entraînements, comment il travaillait, tout ça, et je me suis rapproché de lui, on a parlé un petit peu, voilà, on a fait connaissance. Et après, depuis cette époque-là, je l'ai suivi. Après, on l'a appelé en équipe nationale et il a fait toutes les équipes nationales, les 17, les 19. Moi, j'ai eu dans les 19. Et je me souviens très bien, comme hier, j'étais dans un match de WAC. À l'époque, il était WAC, il était avec les juniors, mais je ne jouais jamais avec l'équipe senior. Je me suis rapproché du président. Le président, avant Nasser, je lui ai dit, voilà, vous avez un excellent gardien qui va vraiment être le meilleur en Afrique. Il ne jouait pas à l'époque, il faut vraiment prendre soin de lui, il faut le prêter quelque part et après le ramener au club pour le faire jouer parce qu'après un certain moment, il va vraiment peser de l'or. Ça veut dire que sa valeur marchande va augmenter. Mais ils ne m'ont pas écouté. Il est resté 1 an, après il est parti en Espagne et après je suis resté avec lui, on l'appelait souvent en équipe nationale tout le temps, il avait eu des problèmes mais il a continué, il a persévéré parce que vraiment il avait des qualités, il a continué à travailler, après voilà, il a eu des périodes très compliquées, il ne jouait même pas, je me souviens à Saragosse, je partais souvent à Saragosse le voir pour l'encourager, il ne jouait pas, il était remplaçant, il a continué à travailler. Voilà, il a mangé son pain noir et après un certain moment, son talent éclore et il a commencé à jouer. Et voilà, je suis content de lui parce que c'est un gamin qui travaille bien, qui a une très très bonne mentalité et c'est quelqu'un qui est bien éduqué, un très bon niveau intellectuel. Il parle il est plus polyglotte. Il a les pieds sur terre. Je crois que s'il est en train de récolter ce qu'il récolte maintenant, c'est grâce à son travail. C'est vrai que moi, j'ai participé à son épanouissement. Il y en a d'autres aussi qui l'ont aidé, notamment ses parents. Et moi, je ne suis pas surpris de son niveau. Je crois qu'il va encore aller de l'avant. Il y a encore des étapes à franchir parce qu'il a une très bonne mentalité.
Et ce qu'il récolte maintenant, c'est tout à fait normal, c'est le fruit de son travail, de sa persévérance. Et aussi, il est très humble, il est très bien équilibré. Je connais aussi sa femme, son enfant. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Tout ce qui lui arrive maintenant, c'est vraiment mérité. On est très content, très heureux d'avoir ce gardien chez nous parce que vraiment, il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Il ne faut pas oublier non plus le deuxième gardien qui a fait un très grand match Oui. lors du match contre la Belgique. Il y a aussi le troisième qui est très bon, qui est Reda Tchagnouti. Alhamdoulilah, on a de très bons gardiens et l'avenir s'annonce prometteur. Alors justement, on ne peut pas parler, Aziz Daouda, d'avenir sans le rôle de, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Khalid Fouhami, le rôle des pépinières de ces pépites au Maroc. On parle bien sûr de l'Académie Mohamed VI, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les clubs. Il y a aussi aujourd'hui, même des clubs marocains qui commencent à se distinguer, pour ne citer que le WAC de Casablanca ou d'autres, au niveau continental du moins. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'après cet exploit en Coupe du Monde, cela va donner du fuel à maintenir la cadence, voire même à l'accélérer sur ces pépinières? Si oui, comment accélérer la cadence pour justement encourager, pour aller recruter les jeunes et vraiment les suivre de manière méthodique et professionnelle? Tout dépend de la réactivité politique. Parce que bon, aujourd'hui, on est en train de parler d'une réussite qui n'est pas tombée du ciel, qui est le fruit d'un travail, Fouhami vient de l'expliquer, notamment l'Académie Mohamed VI, notamment le club Le Raja, le WAC, etc., qui sont représentés dans cette équipe. Ces joueurs viennent un peu de différentes régions du Maroc, les joueurs aussi qui viennent de la diaspora, etc. Pour point commun, ou dénominateur commun de leur prestation, la formation. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont passés par des centres ou par... Exact. Voilà. Aujourd'hui, c'est très simple. Il y a deux façons de former des sportifs de très haut niveau. Deux façons. Il n'y en a pas 36. Il y a le système américain qui ne marche qu'aux États-Unis à travers les universités. Parce qu'ils sont outillés pour ça. Ils ont les moyens qu'il faut, ils ont la technologie qu'il faut. Ils ont déjà la culture. Hein. Voilà. Ils ont le mindset pour. Parce que les universités américaines sont justement des pouponnières pour ce genre pour gens talentueux dans tous les domaines. Exact. Et vous avez le système européen qui est celui des clubs, très puissants, bien subventionnés, avec des mairies très solides derrière, des entreprises, etc., qui eux aussi ont les moyens et la compréhension de la chose et le savoir-faire. Et vous avez le reste. Alors, le reste, si vous prenez le Maroc, vous prenez tout pays d'Afrique, puisqu'on est en train de parler d'Afrique, il est très rare, pratiquement qu'en Afrique du Sud et encore, qu'il y ait des universités capables de former des sportifs. Il n'y en a pas. Les universités ne peuvent pas. Elles n'ont ni les moyens, ni le savoir-faire, ni, etc. Vous avez les clubs. Les clubs, bon, heureusement, au Maroc, les clubs de football sont quelque peu nantis par rapport aux autres sports. Mais dans les autres sports, aucun club n'est à même aujourd'hui de vous former un athlète ou un sportif de très haut niveau. Aucun. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le raccourci. Alors, le raccourci, c'est ce qu'avaient trouvé les pays de l'Est il y a très longtemps, quand le bloc de l'Est existait. C'était des écoles de sport. C'est-à-dire, on va prospecter, on prend les meilleurs et on les met dans des conditions de travail optimales. Et à partir de ça, on obtient des résultats. C'est le schéma que le Maroc a pris pour l'athlétisme et qui a donné ses résultats. Pendant 20 ans, on a fait partie des 10 meilleures nations du monde en athlétisme grâce à ce système. Aujourd'hui, on avait un seul centre. Aujourd'hui, en athlétisme, je crois qu'il existe une dizaine de centres, etc. Bon. Le football a fait la même chose avec l'Académie Mohamed VI. Et puis aujourd'hui, le Raja qui a son académie, les autres clubs qui essaient de s'organiser, le FUS, etc., qui ont mis en place des systèmes comme ça de formation. C'est pour moi la seule et unique solution aujourd'hui. Nous pouvons exceller dans tous les sports. Nous avons du talent, pas plus que les autres. Il y a un enfant doué sur 10 000, c'est comme ça. Donc, un enfant doué pour quelque chose. Il peut être doué pour la musique, il peut être doué pour le... Bon. Et c'est ces exceptions-là qu'il faut rechercher. Donc on doit avoir un bon système de détection de talent, parce que ce n'est pas parce que j'ai des moyens que je puisse décider moi-même, disons, bon, mon fils, je vais en faire un tennisman. Eh bien, il ne sera jamais tennisman si on n'a pas les capacités. C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des phases de recrutement qui se passent, mais plutôt par le choix des parents qui veulent mettre leurs enfants dans des académies. Ils peuvent les mettre, c'est très bien, c'est de l'animation, c'est gentil, les enfants vont jouer, etc., etc. Mais parmi tous ces enfants-là, combien vont être footballeurs? Combien vont être tennismen? Combien vont être au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau professionnel et donc au niveau international? Très, très peu. Parce que justement, la probabilité des talents dans une société est très, très petite.
Et alors, si vous attendez qu'il y ait des millions de licenciés dans une fédération, oui, vous pouvez attendre. Et là, vous pouvez aussi passer, les talents peuvent vous passer à travers les mailles. Mais si vous avez un bon système de détection, vous allez à la recherche de ces enfants. Vous provoquez le talent, vous allez le chercher, et une fois que vous l'avez trouvé, vous le mettez dans les conditions. C'est les clubs qui font ça, d'habitude? Les clubs devraient le faire, les clubs devraient le faire, les fédérations royales marocaines de tous sports confondus devraient le faire. Oui. Peut-être un commentaire là-dessus, Karim Dronet, et aussi pour qu'on puisse parler... Oui. Alors, moi je voudrais peut-être vous faire réagir sur ce qui vient d'être développé par Aziz Daouda, mais aussi sur le fait que, vous savez, on attendait, certainement de gagner, n'est-ce pas? Mais ça nous a redonné confiance en cette équipe nationale. Et cela peut-il même être, ou peut-être encourager d'autres équipes de la Botola de donner encore plus? Est-ce que vous pensez que la reprise de la Botola sera meilleure? Il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde pour la Botola marocaine. Oui, je pense qu'il va y avoir un phénomène d'accélération un petit peu des réformes engagées depuis plusieurs années déjà par la Fédération royale marocaine de football. Et c'est vrai aussi, je pense au premier sportif du Royaume, Sa Majesté Mohamed VI, qui est allé sur le terrain hier. Il est descendu dans les rues de Rabat pour témoigner également son soutien à l'équipe nationale. Il a d'ailleurs appelé le président de la Fédération et également le sélectionneur national pour les féliciter et leur demander de continuer ce beau parcours en Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que c'est un élément déclencheur. Moi, je parlais dernièrement avec des dirigeants de l'Eredivisie, le championnat néerlandais de football, qui était en prospection, plutôt en visite au Maroc pour faire connaître le championnat des Pays-Bas. Et il faut savoir, par exemple, aux Pays-Bas, il y a aujourd'hui 28 joueurs professionnels qui évoluent en première division du championnat des Pays-Bas, en première division donc, et qui sont d'origine marocaine. Alors aujourd'hui, il y a des ponts, des passerelles qui se créent comme ça. On a vu énormément aussi de clubs, de grands clubs comme Arsenal ou le PSG investir au Maroc, Montpellier également. Enfin, je veux dire, il y a des passerelles aussi pour pouvoir détecter ces jeunes. Et je pense que les clubs ont un rôle visiblement à jouer. D'ailleurs, ces professionnels, ces dirigeants du football néerlandais étaient en visite donc à l'académie du Raja Casablanca. Ils m'ont dit, avec toute sincérité, qu'ils étaient vraiment agréablement surpris par la qualité des infrastructures et de la politique qui est engagée aujourd'hui par le Raja, par exemple, par rapport à la formation des jeunes. Donc oui, certainement, ça va donner un coup d'accélération. Je pense aussi que ça va permettre à des clubs d'aller basculer très vite vers le statut de société, d'être plus rigoureux dans leur gestion et qui prospectent et qui dégagent aujourd'hui, qui développent de véritables stratégies de formation. Oui, Khalid Fouhami, vous êtes vous-même entraîneur et qu'avez-vous à ajouter sur l'avenir, sur la nouvelle génération, sur l'accompagnement de cette nouvelle génération pour qu'elle puisse aussi briller, alors que maintenant, elle a la chance d'avoir des modèles tels que Bono, tels que Ziyech, tels que Hakimi, enfin tous les joueurs, la vérité, je ne veux pas citer que ceux-là. Maintenant qu'ils ont des modèles, que reste-t-il à faire du côté peut-être des clubs, du côté peut-être de la fédération, mais en tout cas pour qu'on puisse vraiment, je ne veux pas dire produire, mais en tout cas, oui, vraiment, produire des stars de haut niveau et de niveau mondial. Ben justement, il faut capitaliser sur cet exploit, il faut restructurer le club. C'est vrai que la fédération, il fait beaucoup de travail pour pouvoir vraiment pousser les clubs à se restructurer, à travailler dans un projet à moyen long terme, mais c'est encore difficile, il y a encore des résistances, donc il faut vraiment essayer de prendre des exemples. Je prends l'exemple du club de Fus de Rabat, qui est un club qui est très stable, malgré des fois il y a des crises de résultats, mais il garde tout le temps le cap. Ce n'est pas le cas dans les autres clubs au Maroc, où surtout les résultats qui priment de l'équipe senior. Il faut avoir vraiment une idée, il faut avoir vraiment un projet, qu'est-ce qu'on veut faire, et ça passe vraiment par la formation, parce que si on veut vraiment rester de ce niveau, voire élever un peu plus le niveau, il faut continuer, il faut prendre exemple sur les grandes nations, que malgré qu'ils gagnent des compétitions, il y a toujours la remise en question, le travail, la projection dans l'avenir, dans le futur, pour pouvoir rester toujours dans ce niveau-là. Ça veut dire le très haut niveau. On sait très très bien que c'est très compliqué déjà d'arriver à un très beau niveau, mais continuer encore progresser encore plus dur.
Donc, c'est ça ce qui est notre challenge maintenant, c'est vraiment de capitaliser sur cet exploit, cette Coupe du Monde réussie et vraiment travailler d'arrache-pied pour restructurer le club, travailler la formation, que le club aussi essaie de trouver des ressources financières, un business plan qui doit être plus solide dans l'avenir pour ne pas avoir les problèmes récurrents des clubs maintenant au Maroc. Ils ont des problèmes de trésorerie, ils n'arrivent pas à honorer les salaires des joueurs. Il faut maintenant essayer d'aller de l'avant, vraiment franchir un cap dans l'organisation des clubs, la structuration des clubs qui ont des projets, des clubs qui savent où ils vont. Et aussi, je ne vais pas oublier aussi, donner un peu plus de chance aux entraîneurs. Je crois que Walid El Gragui démontre que le cadre marocain est capable d'assumer des responsabilités et de réussir. Donc, il faut faire confiance aux entraîneurs marocains parce qu'ils ont toutes les qualités, surtout des gens qui se sont bien formés, qui ont vraiment un profil adéquat pour pouvoir donner l'exemple, être vraiment des leaders dans les clubs qui vont les pousser à aller de l'avant et faire progresser et les joueurs et le club. L'importance de tout cela pour la solidité d'une société, professeur Aliouane. Là, ça va un peu loin. Non, ce que je veux dire, non, ça va peut-être un peu loin, mais justement, on cherche à aller loin aussi. Alors, dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que depuis quelques années, on parle de manque de confiance, on parle de défiance. C'est-à-dire qu'on parle même plus qu'on a perdu confiance, mais on parle de défiance. On parle d'une jeunesse qui n'a plus d'espoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Hugara. C'est-à-dire que c'est bien, et si on voit qu'il y a une réelle prise de conscience grâce à des événements historiques tels que ceux-ci, une volonté politique, comme le disait Aziz Daouda, les choses peuvent changer pour cette société, dans le sens où on ne trouvera pas peut-être plus de candidats à l'immigration clandestine, et j'en passe. Alors, je vais vous répondre en 2 points. C'est très Sciences Po de faire ça, de répondre en 2 points. Déjà, pour aussi répondre à tout ce qui s'était dit juste auparavant, il ne faut pas oublier la société civile. On le sait dans les politiques publiques, la société civile a un rôle essentiel. Et même ici, parce qu'on parlait de détection, M. Daouda le disait bien, et la détection, elle passe par le bénévolat. Elle passe pourquoi? Je l'explique. Parce que c'est parce que les gens vont voir ces champions qui vont mettre leurs enfants, qui vont demander à jouer, et ils vont aller jouer dans des clubs, dans des associations. Et donc, il manque ici de terrain, de lieux, et aussi de gens qui donnent du temps, parce que c'est gratuit, ce n'est pas des grands clubs. Et c'est là que les gens vont monter, vont être opérés, peut-être au niveau poussin, minime, au Maradine, ils sont repérés et ils vont aller dans les académies des clubs. Et ensuite, l'Académie royale aussi va faire son travail. Mais si on oublie la société par le bas, et notamment la société civile, c'est-à-dire ces milliers d'heures gratuites données par des gens juste parce qu'ils ont l'amour du ballon ou ils ont envie d'être ensemble, ces parents qui amènent ces enfants jouer, on ne repérera pas des talents. Et on voit en Europe, ils ne sont pas meilleurs que nous, mais si on prend le cas de la France, ils ont un tissu associatif incroyable et la France est un des pays où il y a le plus de bénévoles. Je parlais tout à l'heure des choses un peu négatives de l'Europe, mais ça fait partie des choses très positives auxquelles on a à apprendre. Pour nous, aider les autres, aider sa famille, le sadaqa, etc., c'est important. Pourtant, le bénévolat, on a encore des choses à améliorer. Donc ça, c'est le premier point, parce que justement, une société où les gens prennent le temps de tisser du lien social en s'occupant des autres, des enfants des autres, pour les faire progresser, c'est une société qui va bien. Le deuxième point, comme vous avez dit, effectivement, ça nous donne un message très fort, déjà ici, ce point de vue de l'immigration, parce que déjà, on a une stratégie qui a été d'ailleurs énoncée très clairement dans les discours royaux, notamment de demander à la diaspora de revenir, nous participer à la construction de la nation, en disant, nous sommes sûrs de nos forces, mais on ira plus vite. Vous qui avez été formés ailleurs, on ira plus vite si vous nous donnez un coup de main. Ben voilà, on a la preuve et j'espère, Inch'Allah, qu'on ira encore plus loin on en est sûr même qu'on ira plus loin que le quart de finale. Et donc, du coup, c'est un message magnifique de dire, voilà, on peut, à partir du Maroc, construire beaucoup de choses. C'est une question de confiance. Et j'en termine par là. Moi-même, c'est ma trajectoire parce que j'étais en France, j'ai vécu 16 ans et je suis revenu parce que j'ai fait confiance. Et il faut être aussi un peu optimiste. Je travaille sur des questions un peu dures et je voyais tout aussi la difficulté de beaucoup de nos compatriotes, il ne faut pas la cacher, mais en même temps, si on parle que de ça, en fait, on ne voyait pas toutes les choses positives qui se faisaient à côté. Et on a un peu un défaut, des fois, soit on ne parle que des choses positives, et donc on nous dit, mais on connaît les problèmes, on a le droit de critiquer quand même, on peut être libre de parler, soit on montre que les défauts.
D'accord? Mais si on montre que les qualités, on ne voit pas les défauts. Si on montre que les défauts, on ne comprend pas à quel point on a des qualités. Et ici, il y a des choses, un enseignement à apprendre, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça d'ailleurs que je pense que l'équipe nationale est en train d'avancer. Exactement. Avant de passer à la séquence pronostic, messieurs, et aussi comment se présente ce match contre le Portugal, ce sera samedi à 16h, Inch'Allah. Donc déjà, est-ce que peut-être vous avez relevé, messieurs, cette question, je vous la pose à vous tous. Est-ce qu'il y a certaines erreurs, parce que vous avez dit qu'on a parlé des choses positives, parlons peut-être des choses négatives qui ont été relevées lors du match contre la Roja espagnole, que nous pourrions éventuellement éviter face aux Portugais? Aziz Daouda. Erreur, je ne dirais pas, sincèrement. Très bien. Je pense qu'il y a des petites fautes de joueurs. C'est des petites fautes. C'est comme quand on écrit, on oublie un S, on oublie un accent, un truc comme ça, et puis ça passe. Finalement, l'essentiel, c'est que les gens comprennent ce qu'on a voulu écrire. C'est pas important. Mais c'est exactement ça le football. Les erreurs, c'est quand votre stratégie casse. Là, c'est une erreur, parce qu'elle est irrattrapable. Vous savez, un défenseur qui quitte son carré, qui va se balader quelque part, qui ne revient pas assez, etc. Bon, une ligne de défense qui ne se met pas en place rapidement pour contrecarrer l'adversaire. Ça peut être des erreurs. Mais le fait de perdre une balle, écoute, on en touche tellement qu'il y a la probabilité d'en perdre une ou deux existe aussi. Donc ça, on a fait des petites fautes, mais pour moi, aucune erreur. Sincèrement, aucune erreur. Ni dans la stratégie, ni dans le coaching de Walid, ni quoi que ce soit. Parce qu'on peut expliquer chacun. On trouve une explication à chacune des actions, à chacun des actes. Disons, lors des différentes rencontres qu'on a eues jusqu'à présent, des 4 rencontres qu'on a eues jusqu'à présent. C'est ce qui me fait dire, c'est ce qui me fait croire en cet effectif et qui me fait dire que cette identité est maintenant là et qu'elle est inamovible. Il y a aussi cet esprit de gagner, en fait. Oui. On n'a pas perdu. Hein, c'est une attitude. Depuis le début de cette compétition, on a pris... On s'est inscrit nous-mêmes à un but contre nous-mêmes. C'est pas grave. Ça arrive. C'est une faute. Ça, c'est une faute. C'est une faute, c'est pas une erreur. Oui. Parce que la balle a rebondi. Heureusement qu'on menait déjà. La balle rebondit. Oui. À un moment où personne n'attendait qu'elle rebondisse. Oui. Donc, elle touche, elle effleure le tibia d'un joueur, de Agathe, pour ne pas le citer. Lui n'a pas voulu la toucher avec son tibia. Donc il a passé la pipe pour sortir la balle ou pour l'amortir. La balle lui touche le tibia et elle prend une autre trajectoire. Alors que le gardien était en train d'attendre la balle là où elle alors que lui a vraiment fait des prouesses de défense, de défenseur. Aguerd, vraiment, hier, il a été c'est un S oublié, c'est tout. Exact, c'est un S oublié. Inch'Allah, il n'y aura pas de S oublié samedi. Khalid Fouhami, le style des Portugais par rapport au style des Espagnols. Peut-être vous, en tant que professionnel du football, avez un mot à dire là-dessus. Éclairez-nous. C'est différent. C'est vrai que les Espagnols, ils ont une seule façon de jouer, c'est vraiment d'essayer d'étirer l'équipe adverse, d'aller dans les intervalles. Dans le jargon sportif, on dit les demi-espaces, ça veut dire entre l'arrêt central et le latéral, pour essayer de faire des centres en retrait et vraiment surprendre l'adversaire. Mais heureusement, Walid et je crois l'analyse vidéo et tout le staff technique ont bien analysé l'équipe espagnole. Ils n'ont pas laissé d'espace parce qu'il faut bien préciser, dans le football, il y a deux choses. Il y a ou bien maîtriser le ballon, ou bien maîtriser l'espace. Ça veut dire on a le ballon, on a la possession, on essaie de vraiment faire fatiguer l'équipe adverse jusqu'à trouver un espace pour aller de l'avant, ou bien on maîtrise l'espace pour ne pas laisser l'adversaire où aller ou progresser. Le Portugal, c'est une autre nation, c'est un autre football parce qu'ils peuvent faire deux choses. Ils peuvent jouer comme à l'Espagnol, essayer de garder le ballon, essayer de trouver l'intervalle pour aller de l'avant, contourner la défense ou bien la pénétrer, ou bien aussi ils peuvent aller essayer de vraiment sauter, aller jouer dans le dos de l'adversaire, voire aller sur le côté et faire des centres parce qu'ils ont des joueurs très bons de la tête et aussi ils sont très forts des ballons arrêtés.
Je crois que le staff de Walid, il est assez compétent pour vraiment bien analyser l'adversaire. Mais croyez-moi, ce match-là va être compliqué. Pourquoi? Parce que, comme je viens de mentionner, le Portugal a d'autres armes pour essayer de nous faire mal. Et deuxième chose, la plus importante, je crois, c'est qu'il faut ici récupérer une force parce que travailler 120 minutes, voire 130 minutes à rester en bloc, coulisser à droite et gauche, aller harceler l'adversaire, ça coûte beaucoup d'énergie. Et maintenant, c'est le travail, le plus grand travail, en plus d'analyser l'adversaire et faire une stratégie adéquate pour leur poser des problèmes, c'est aussi récupérer une force, récupérer une blessée pour être en bonne forme le jour du match, parce que ça aussi, ça va courir beaucoup et on aura besoin de toute notre énergie et surtout avec le public, je crois. J'espère que ça va aller, on pourra le faire aller en demi. Inch'Allah. Karim Droné, peut-être un peu plus optimiste que Khalid Fouhami. Optimiste, oui, mais comme il l'a dit, c'est vrai, moi j'ai des grosses inquiétudes, c'est l'infirmerie. J'espère qu'on n'a pas eu trop de dégâts avec ce match contre l'Espagne. On a vu Aguerd qui était sorti, on a vu également Romain Seyss se faire bander la cuisse. J'espère que nos joueurs vont avoir le temps de récupérer et pouvoir jouer pleinement ce quart de finale. En tout cas, c'est sûr que ça va être un match très compliqué, très difficile face à l'équipe portugaise qui l'a montré hier, qui a vraiment de la ressource, même sans Ronaldo, sans Cristiano Ronaldo, est quand même parvenu donc à planter 6 buts à la Suisse, ce n'est pas rien. Donc je pense qu'il va falloir jouer de la même manière que l'on a joué jusqu'à présent, avec justement cette double ligne défensive et ce 4-1-4-1 qui semble s'avérer effectivement la meilleure solution aujourd'hui pour calmer les ardeurs des équipes adverses. On croise les doigts et on y croit toujours. Oui, bien sûr, heureusement. Mehdi Aliwa. Il ne faut pas inviter un sociologue d'un Sciences Po, parce que nous, toujours, on voit les petites choses à améliorer. Oui, mais c'est donc, vas-y. Il y a manqué un peu de vitesse devant, dans la projection. Alors, ça ne nous a pas empêché, parce que stratégiquement, ça a très, très bien dit par M. Daouda, c'est comme la stratégie est tellement forte que du coup, il n'y a pas eu vraiment d'erreur au sens où on l'entend. Mais c'est vrai que la vitesse devant, on a manqué un peu de vitesse. On a réussi à déborder les Espagnols avec moins de vitesse que les Espagnols, ce qui est quand même un exploit. Donc un peu plus de vitesse, ça irait mieux. Et contre le Portugal, vraiment, moi je crains beaucoup le jeu de la tête. Ça a été très très bien dit parce que tu as mis notamment Pépé et d'autres, et donc notamment sur les coups de pied arrêtés. Les Espagnols qui ont essayé de nous contourner dans les couloirs n'ont pas réussi, mais de temps en temps il y avait des petites fautes. Et donc ici, sur les coups de pied arrêtés, les Espagnols ont été complètement... Ils ont raté les coups de pied, ils ont raté les corners, et même quand ça arrivait, il y avait toujours un défenseur pour prendre la balle. Contre les Espagnols, quand on voit un Ronaldo, même s'il ne jouera pas, qui jouera peut-être pas, qui peut monter tellement haut, tellement il est gainé, qu'on voit un Pépé qui peut presque voler dans les airs, il va falloir trouver vraiment des solutions. Mais sinon, tant que la stratégie tient, tant qu'on y croit, voilà, moi je vois un beau 2-1 pour le Maroc. Vous voyez un beau 2-1 pour le Maroc, et impossible n'est pas marocain. Aziz Daouda. Même s'il est un peu tôt pour faire des pronostics, mais... Non, moi je n'ai jamais fait de pronostics, vous le savez très bien. Moi je crois en une chose, c'est qu'il faut faire le travail qu'il faut. Donc on passe en demi? Je pense qu'on va y passer parce qu'on va faire le travail. C'est ça. Cette équipe est tellement confiante aujourd'hui en sa façon de jouer qu'elle ne va pas la changer. Elle va jouer avec ses atouts. Jouer à bloquer l'adversaire, à le contenir, et puis sur des comptes sur les erreurs justement de l'adversaire. Exact. Et ça c'est, il faut être fort psychologiquement déjà pour le faire. Et puis il faut courir. Vous savez que le jeune Ounahi hier, qui a été juste fantastique, a couru 14 km 700. Oui. Non-stop. 14 km 700, c'est beaucoup dans les jambes d'un joueur. Oui. Et la problématique maintenant, bien évidemment, Fouhami l'a expliqué, c'est l'infirmerie, c'est la récupération. On va faire confiance à notre staff, parce que c'est quand même un staff expérimenté, pour que les joueurs soient au mieux de leur forme et de leur capacité physique samedi. C'est ça qui va être déterminant. Ouais. Khalid Fouhami, un dernier mot? Voilà, je suis content déjà. Merci pour l'invitation déjà. Et je crois dur comme fer dans cette équipe parce que vraiment ils ont montré un visage chatoyant et surtout, moi j'ai jamais vu une équipe se battre sur chaque mètre, voire centimètre au terrain.
c'est héroïque, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très content pour Walid, mon ami, mon ancien collègue, mon collègue pour l'instant, et aussi mon ancien collègue. Ça me fait chaud au cœur. Et cette équipe vraiment nous donne des leçons, comme j'ai dit tout à l'heure, les leçons des valeurs, surtout l'effort, le travail collectif, l'organisation, le don de soi, l'engagement. C'est vraiment top. Vraiment, ça doit nous donner des exemples aussi pour la vie en général au Maroc, pour tous les domaines, pour qu'on puisse travailler ensemble, croire en nous, croire en nos capacités, en nos sources. On n'a rien à envier à personne, Exact. et pourvu que ça dure. Oui, et comme malheureusement le temps de l'émission est terminé, un mot vraiment, juste pour que je sois fair. Karim, pronostic ou un mot? Bah, écoutez, c'est vrai, je pense qu'il va falloir maintenant capitaliser sur cette belle performance des Lions de l'Atlas pour passer de beaux messages et défendre notre soft power, comme l'a fait d'ailleurs Walid Regragui en conférence de presse après donc, cette qualification pour les huitièmes de finale. Et on a de bons médecins, on a de bons ingénieurs, on a des véritables talents au Maroc, à l'image de Ralif Bouhami. Il y a tous les diplômes qu'il faut pour pouvoir prendre un club de très haut niveau et qui n'est pas sollicité aujourd'hui par certains clubs. Et bien, moi, je lance le message, faites confiance à vos cadres, à vos professionnels marocains du football, ils sont formés pour et ils vous emmèneront très loin. Et nous serons derrière vous. Et pour reprendre ce titre de mes confrères de Sky Sports, c'est la Coupe du Monde des Lions de l'Atlas. Voilà, sur ces mots réalistes et pleins d'espoir, cette émission touche à sa fin. Je voudrais renouveler mes remerciements à Aziz Daouda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mehdi Aliwa, merci. Merci, Dima Maghreb. Dima Maghreb, oui. Et Khalid Fouhami, merci d'avoir été avec nous. Et Dima Maghreb. Merci pour l'invitation, merci. Karim, Dima Maghreb. Diba Maghrib. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.